Il est 15 h et nous sommes le mercredi 14 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Ouverture du 12e sommet mondial sur la finance islamique, c'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski, présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Et dans l'actualité internationale, l'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier soir, dans la soirée, à l'issue de sa participation à Nairobi, à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue kényan, M. William Ruto. Une cérémonie d'investiture qui a pris les allures d'une communion générale des Kenyans qui ont donné la pleine mesure de leur attachement profond à leur vivre ensemble dans la cohésion et l'unité nationale. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et plusieurs autorités du pays. Un événement où le chef de l'État a pris part, entre autres, qui a été marqué par l'allocution faite par le nouveau président kényan à la tribune dédiée à son investiture. Dans cette intervention, M. Ruto a mis l'accent sur sa détermination à combattre la précarité sociale d'une politique de création massive à travers le développement des petites et moyennes entreprises. Justement, je vous fais vivre donc cette investiture. Avant son retour, le président Ismaël Omar Guelleh a participé aux côtés de ses pairs africains à une cérémonie riche en événements qui s'est déroulée dans l'un des plus grands stades de la ville de Nairobi. Aussitôt, donc, le président qui était accompagné par des nombreux responsables du pays a pris la direction du stade Kasarani pour participer à une cérémonie d'investiture du nouveau président du Kenya. Il s'agit du 5e président William Ruto qui a prêté serment devant des milliers de Kenyans réunis hier matin à Kasarani, centre international de sport dédié pour abriter un événement grandiose. Le président Ismaël Omar Guelleh, accompagné d'une forte délégation lors de cette investiture de son nouvel homologue, M. William Ruto, qui donc, suite à son élection le 9 août dernier, est devenu président de la République du Kenya. Wananchi wenzangu, tumkaribishe sasa kwa shangwe Mheshimiwa Ismaël Omar Guelleh. Twasonga bega kwa bega twatembe. It's a party Kenya tujiba. Kenya ni baba, Kenya ni mama yo.
Et maintenant, donc, place à la prestation du serment du président William Ruto, donc, devant un parterre de Kenyans venus donc l'acclamer au stade de Kasarani, le plus grand de la ville de Nairobi. Le nouveau président du Kenya donc, a déclaré lors de cette prestation de serment, juste après, lors d'un discours, que le peuple kényan est uni plus que jamais pour faire face aux défis actuels. Of the high calling, I assume as President of Kenya. Asante. Tutulie ili tuendelee na kutia sahihi. Eh bien donc à noter que 14 chefs d'État et de gouvernement, dont le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, ont assisté à cette cérémonie qui s'est tenue au stadium Kasarani, le plus grand de la capitale de Nairobi, avec plus de 10 000 personnes réunies pour cette cérémonie. in full realization of the high calling I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Thank you very much. Tumpongeze kwa makofi anapopokezwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Rais kwa makofi anapopokea kitara hichi, na ni dhahiri shahiri kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Kenya is a land, go to Nami, and protect it to Kisika, so that she's Kenya ni mama yo. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la prestation du serment du nouveau président kényan William Ruto, où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé aux côtés de plusieurs responsables africains. À ses côtés. Ouverture du 12e sommet mondial sur la finance islamique. La finance islamique continue d'être une référence dans le monde. C'est dans ce cadre que notre pays a abrité cette 12e édition du sommet mondial de la finance islamique. Tout ce matin, au Djibouti Palace Kempinski a servi donc d'auditorium pour ce sommet placé sous l'égide du Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, un sommet d'envergure internationale qui a été organisé par la Banque centrale de Djibouti en étroite collaboration avec la Global Islamic Finance. À son arrivée, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a été donc accueilli par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, et M. Oumayon Dar, le fondateur de la JIFA,
Ce rendez-vous mondial de haut niveau qui a réuni le Gotha de la finance islamique venu des 4 coins du monde, un sommet qui n'a plus de secret pour personne, est un véritable laboratoire d'idées et de prospectives de la finance islamique qui participe aux réflexions de demain auprès des experts mondiaux et nationaux, mais aussi plusieurs personnalités de la région. Au cœur de discussions, des thématiques bien précises de haut niveau. Il s'agit premièrement de l'adoption de la technologie et de l'innovation dans la banque et la finance islamique, mais aussi sur la finance sociale et islamique, de son rôle potentiel dans le développement économique. C'est ce qu'a donc précisé lors de son allocution le gouverneur de la Banque centrale. Voici ses propos. Écoutons donc à présent les propos du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane. L'important sommet de la finance islamique qui nous réunit aujourd'hui se compose, comme l'a dit le professeur Ardar qui m'a précédé, de 2 volets. Dans la première moitié de la journée, donc, nous allons consacrer au débat, aux échanges sur l'évolution, sur l'historique, avec les connaissances des experts qui sont présents parmi nous et qui sauront donc exploiter le rapport que le professeur Ardar nous a exposé tout à l'heure. Dans un second temps, ce sera la remise des prix placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Marguerite. Il débutera donc en fin d'après-midi et se clôturera en fin de soirée avec un dîner de gala qui sera donc consacré à la remise des trophées de la finance islamique, dont le plus prestigieux sera remis ce soir à son Excellence M. Abiy Ahmed, le Premier ministre de notre pays frère, l'Éthiopie. Comme l'a rappelé le professeur tout à l'heure, le Global Islamic Finance Award, qui à sa 12e édition, a été institué par son groupe, l'EDBIS, International Advisor, qui est un groupe de réflexion basé à Londres et présidé par les professeurs. Ils sont pour essence de promouvoir le développement de l'industrie de la bancaire et financière islamique. Organisé annuellement, le JIVA, dont les trophées les plus prestigieux attribués aux chefs d'État et de gouvernement, comprend également de différents prix attribués aux banquiers, aux institutions financières islamiques les plus méritantes. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Marguerite, a été gratifié du prix JIVA en 2017. Monsieur le Premier ministre, honorables participants, il n'est peut-être pas nécessaire devant cette auguste assemblée composée de praticiens et d'experts internationaux de la finance islamique de brosser ici les développements spectaculaires de cette industrie à travers le monde et plus particulièrement au cours de ces 2 dernières décennies. Mais je me contenterai de quelques remarques que je vais partager avec vous. Mesdames et messieurs, les actifs gérés par la finance islamique, évalués à près de 200 milliards en 2001, dépassent aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. L'industrie mondiale des services financiers islamiques a fait preuve de résilience face à la pandémie du Covid et en termes de rentabilité, ces rendements se sont améliorés en 2021, dépassant leur niveau d'avant la pandémie. Son succès, la finance islamique le doit à ses fondements mêmes et à ses principes de fonctionnement puisés dans la charia qui la mettent à l'abri de chocs et de crises. En outre, son lien fort avec l'économie réelle et le caractère compétitif des banques islamiques et de leurs produits financiers innovants expliquent les performances remarquables de l'industrie financière islamique. Ce sont ces 2 valeurs qui lui sont intrinsèques, qui fondent son attractivité et son succès au-delà de sa sphère naturelle. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est exprimé en ces termes. Ce 12e sommet mondial de la finance islamique et des remises des prix JIFA, comme les précédents sommets, ne manquera pas d'atteindre ses ambitions. Djibouti est très honoré du choix porté sur lui et profitera pleinement de cette formidable opportunité réunissant un public d'acteurs de renommée mondiale et un parterre d'experts de la finance islamique issus des milieux universitaires, institutionnels, pour débattre, échanger. Soyez les bienvenus à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. La finance islamique va certainement marquer
de son sceau les années à venir qui risquent d'être jalonnées par des crises multidimensionnelles dont les prémices se font sentir dès à présent, touchant transversalement les dimensions financières, sociales, économiques. Ces crises ont tendance à fragiliser davantage les plus défavorisés. La finance islamique, qui se base sur les principes d'égalité, de justice, d'équité, semble donc offrir une alternative morale. Ainsi, après avoir resté résilient en 2020 malgré les multiples défis de la Covid-19, les tensions internationales, les conflits, les flambées des prix des produits alimentaires et la fluctuation intempestive des prix mondiaux du pétrole, le segment de la finance islamique affiche de bonnes performances selon l'agence de notation mondiale Standard & Poor's. Il s'agit d'une performance solide à la lumière de la récession mondiale et beaucoup voient dans la croissance positive du segment un signe de son fort potentiel futur. D'ailleurs, sur cette base, cette même agence de notation prévoit que le secteur mondial de la finance islamique connaîtra une croissance de 10 à 12% au cours de l'année 2022, comme c'était le cas en 2021. Aussi, face aux aléas des finances, les banques conventionnelles sont-elles devenues vulnérables, moins profitables et à risque? Les inquiétudes sont là et tangibles. Les banques islamiques qui reposent sur des valeurs de responsabilité, d'équité, de justice sociale, de partage, de mutualité et d'équilibre offrent donc une alternative éthique en appliquant ces principes à l'activité financière de ses clients en utilisant des instruments innovants compatibles à la charia, prohibant l'intérêt de la finance islamique, considérer que la création des richesses réside principalement dans l'investissement des sommes d'argent dans des projets tangibles et productifs. Et voilà qu'il nous ramène de parler de l'officialisation du lancement de la campagne de vaccination faite par le ministre de la Santé en personne, Dr Ahmad Roble Abdili. Cette campagne de vaccination anti-rougeole, il a donc été officialisé et lancé au centre de santé communautaire du quartier 7, un quartier populaire. Outre ce quartier, cette campagne va aussi cibler les quartiers de Balbala 1, 2 et Hayabley. Le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble, a indiqué que cette campagne de vaccination se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain dans les 4 quartiers sous-cités donc de la capitale Djibouti-Ville ainsi que dans les régions de l'intérieur. Le ministre a précisé que l'immunisation contre la rougeole concernera en priorité les localités telles que les régions telles que Tajora-Ville. En l'occurrence, ces localités Dora, Adailou, la ville et chef-lieu de la région d'Arta et enfin la localité de Yoboki et le chef-lieu de la région de l'unité d'Ikil. Le ministre de la Santé a par ailleurs exhorté tous les parents à faire vacciner leurs enfants de plus de 6 mois afin de leur procurer une protection efficace et sûre contre la rougeole. Eh bien, dans des propos faits à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdili, a précisé l'objectif de cette campagne de vaccination contre la rougeole. Voici sa réponse. Campagne de vaccination contre la rougeole à tous les enfants à partir de 6 mois. Cette campagne a été donc décidée
suite à des incidences de cas de rougeole donc, qui sont survenus donc, au niveau de Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions. Et dans ce cas, nous avons prévu de vacciner les enfants qui résident à Djibouti-Ville dans les quartiers de Quartier 7, Balbala 1, Balbala 2 et Hayabley, mais également dans la région de Tadjoura et plus particulièrement à Adelou et à Dorra. Nous voulons que tous les maires puissent venir dans les zones de rassemblement de la population, c'est-à-dire dans les centres de santé, mais également au niveau des CDC. Le ministère de la Santé est aidé dans cet exercice et aidé par les associations communautaires, les femmes mobilisatrices qui sont toujours aux côtés du ministère de la Santé et qui nous aident au quotidien pour retrouver les perdus de vue, mais également pour sensibiliser les mères à vacciner leurs enfants. La rougeole est une maladie infectieuse très grave. Elle constitue le lit des autres maladies infectieuses qui peuvent entraver le développement, mais également entraîner le décès des nourrissons. Le chef d'état-major général des armées et le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a assisté ce matin au régiment interarmes de Dikil, la passation des consignes entre le nouveau chef de corps, le colonel Ibrahim Ali Farah, et le chef de corps sortant, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé la passation des consignes au régiment interarmes de Dikil, au chef des corps sortant, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar et le nouveau chef de corps. Bien donc à sa descente d'avion, d'hélicoptère, le SEMGA a été accueilli par le chef du corps du régiment du Riyad, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. Et dans une allocution faite donc, à cette occasion, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a précisé que le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar s'est particulièrement investi à donner toute son énergie durant ce court délai. Le chef d'état-major général des armées était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, le sous-chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Rayad Guelleh, le colonel Wahib Khalileh, le commandant de l'armée de l'air et quelques officiers de haut rang. Donc, après un passage court de revue, le chef d'état-major a salué les officiers participant à l'événement afin de se diriger vers la tribune des invités. Le chef d'état-major général des armées a ordonné le chef des corps montant d'être rigueur et vigilant dans toutes circonstances et d'améliorer la formation de ces hommes afin de préserver la continuité de la mission qui lui est confiée. Aux officiers et sous-officiers, il a déclaré le SEMGA de faire preuve d'exemplarité, de cohésion et d'une discipline sans faille. Enfin,
Le moment donc est arrivé pour la passation du drapeau, pour que le chef de corps sortant passe le drapeau. Et à la tête du régiment du nouveau chef de corps, le colonel Ibrahim Ali Farah. Sous-officiers et militaires du rang, l'autorité civile, le régiment intégral de décret. Pour reconnaître de par le président de la République, le sommet chef, le colonel Ibrahim Ali Farah, et vous le repayer en tout commandant pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et l'instruction des armes de la République. Et dans un discours fait à cette occasion, le général du corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a précisé qu'il tient donc à féliciter le travail accompli par le prédécesseur. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au régiment entre l'arme des décrets pour la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar chef de corps des soldats, et le colonel Ibrahim Ali Farah, nouveau chef de corps du régiment entre l'arme des décrets. Depuis votre prise de fonction, en tant que commandant de régiment entre armes des décrets, il y a de cela une année. Vous n'avez ménagé aucun effort pour être à la hauteur de votre mission. Je tiens à vous féliciter pour le travail accompli en vous souhaitant succès pour votre état. Colonel Ibrahim Ali Farah, vous êtes désigné à partir d'aujourd'hui chef de corps de régiment entre les armes des défis, président des chefs de corps de la force nationale phare. Vous avez été preuve d'un professionnalisme irréprochable. Je tiens à vous rappeler que vous avez sous vos responsabilités les forces de défense et de sécurité de la région de Libye dans le domaine militaire et tous, administrativement, sous l'autorité du préfet de Libye. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de cette double responsabilité. À l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, Eh bien, cette cérémonie donc s'est soldée avec la traditionnelle photo de famille. Taliki
Également dans l'actualité de ce 15h, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a organisé hier un atelier portant sur la mise en place d'une plateforme collaborative pour une meilleure insertion professionnelle. Un atelier qui a été présidé par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, et a vu la présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, le directeur général de l'ANEFIP, celui de l'UNAP, ainsi que plusieurs cadres de ce ministère. Objectif de cet atelier pour une meilleure insertion professionnelle est d'abord échanger sur les pistes d'amélioration de la coordination et de réfléchir ensemble sur la mise en place d'un cadre d'échange, d'information et de collaboration entre les acteurs locaux du marché du travail. Le directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Ghili, et le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, respectivement, Mohamed Awal Diriye, se sont donc relayés au micro pour rappeler les tenants et aboutissants de cet atelier. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Ghili, a placé la lutte contre le chômage des jeunes au cœur de ses préoccupations. Depuis 2014, dans le cadre de la mise en place de la politique de l'emploi, le gouvernement s'est engagé résolument à affronter les grands défis qui hantent la jeunesse djiboutienne, comme la pauvreté et le chômage, en mettant en place le cadre institutionnel durable et favorable. Nous disposons à l'heure actuelle d'un nouveau plan d'action opérationnel 2021-2024 afin de relancer l'emploi pour mieux réguler le marché du travail et apporter une réponse favorable et immédiate qui est adéquate contre le chômage. Ce plan est basé sur le cadre légal novateur que nous voulons agir pour enclencher un dynamisme pro-emploi. C'est dans cette perspective que l'ANEFIP, en collaboration avec tous les partenaires du marché du travail et surtout avec l'appui de l'Union européenne, se propose de définir le contour d'une plateforme intégrée dont la finalité est de disposer en temps réel des informations sur la dynamisme du marché du travail en vue d'une meilleure prise de décision. L'objectif général de cet atelier est de mettre en synergie entre les partenaires du secteur privé et public occupant de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et de souhaiter créer une coordination entre ces différentes institutions. Comme vous le savez, plusieurs entités occupent de l'employabilité et insèrent le chômeur, mais malgré cela, les embauches ne sont pas visibles, faute de collaboration entre ces entités et d'avoir de données viables sur le nombre d'emplois créés. Il est aujourd'hui question d'élargir le champ d'investigation et de partenariat afin que le défi auquel sont confrontés soit placé à nouveau stratégique. Dans une réforme profonde de notre administration et un changement d'attitude de chacun de nos responsables, que ce soit du public et du privé, nous allons parvenir à un résultat décisif pour l'employabilité de nos jeunes. Le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a dans ses propos indiqué que ce projet financé par l'UE doit améliorer l'efficience des dispositifs du système d'information du marché du travail. Ce projet financé par l'Union européenne doit contribuer à améliorer l'efficience des dispositifs du système d'information du marché du travail, de renforcer la coordination entre les acteurs intervenant dans l'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi. L'objectif principal de cette rencontre n'est autre que le partage des expériences vécues. L'ampleur du chômage fait de l'emploi une priorité de l'action totale. Une des mesures préconisées dans la politique active de l'emploi mise en œuvre est de disposer d'un dispositif de veille et de prospective pour faire remonter les informations et faciliter les prises de décision
pour connecter et brancher la formation sur les besoins du marché du travail. En tant qu'acteur majeur de l'emploi, le ministère du Travail a pris la pleine mesure de cet enjeu. Il a mis en place sur le plan institutionnel une agence dédiée à l'emploi, l'ANEFIP, pour animer le marché du travail et les besoins de l'intermédiation de l'offre et de la demande. Le département s'est également doté d'outils d'aide à la décision partagés par tous les utilisateurs. Un socle existe pour relayer les informations pertinentes, les données fiables sur l'emploi, l'instauration de l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications ONEC attaché à l'ANEFIP pour localiser les jugements d'emploi dans les secteurs porteurs et d'ajuster la formation professionnelle, de l'intégrer dans un projet d'insertion. En bref et en images, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui a pris part du 13 au 14 septembre la 5e édition de la conférence annuelle du pétrole et de l'énergie. C'était au Soudan du Sud, qui s'est tenue à la capitale Juba. Cette conférence organisée par le gouvernement du Soudan du Sud en partenariat avec la plateforme internationale d'investissement Énergie, Capital and Power a réuni des représentants des gouvernements, des responsables des organisations internationales et régionales, des investisseurs ainsi que les acteurs majeurs du secteur pétrolier et énergétique de l'Afrique de l'Est et du monde entier. En nouvelle du monde, cette fois, ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a exhorté lors d'un discours inaugural les pays membres à relever les défis communs. Et pour relever ces défis communs, il faudra faire preuve d'une solidarité sans faille tout en démontrant la promesse et le potentiel de l'ONU, a déclaré le responsable premier de l'ONU, M. Guterres. Le nouveau président de l'Assemblée générale, Korossi, a rappelé pour sa part à des solutions par solidarité, durabilité et science. Le monde s'y tourne vers les Nations Unies pour des réponses. En tant que principal organe délibératif de l'Organisation mondiale, l'Assemblée générale porte une responsabilité particulière, a-t-il noté. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.